Ça, ouais. Ça vous va qu'on reprenne? Alors, bonjour à tous. Je suis Émilie Labéry. Moi, je travaille sur une équipe de santé communautaire à Marseille. Et j'ai l'honneur de faciliter cette table ronde avec vous tous. Merci d'être là. Donc, qui s'intitule Narrative Studies, des témoignages et des récits de vie. Donc, on va essayer de tenir sur le timing de 15 minutes chacun, mais assez exigeant. Donc, on va peut-être commencer. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alexis Pelos et Franz Kredmeyer, qui sont deux travailleurs de l'ESAT, de l'association La Roche, avec donc François Anizan, le directeur, qui sont accompagnés donc de Sandrine Lamaré et Jennifer Fournier, qui d'Océlia et du laboratoire Translab ASBUI. Donc, ils vont nous raconter un peu le projet Racontons ces histoires. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexis Pelos, je viens de Tarare, dans la région de Lyon, où il y a l'association La Roche. Cette association a été fondée en 1972. Elle a pour objectif d'aider des personnes en situation de handicap. Il y a trois pôles différents dans cette association. Le pôle accueil et accompagnement de jour, le pôle inclusion professionnelle et le pôle hébergement dans des foyers ou dans des appartements et tout. Pour l'ESAT, donc c'est-à-dire établissement de spécialisation et d'aide par le travail, il y a le pôle ménagerie, le pôle espace vert, le pôle conditionnement, le pôle produits du terroir et le pôle blanchisserie. Je vais vous dire l'histoire de cette démarche de recherche, donc de 2018 à 2024, et pourquoi on a décidé d'y aller. Ce projet fait partie de La Roche, avec la participation des personnes accompagnées, donc, depuis 2019, avec donc, mon arrivée à moi, Pierre-Alexis et Franz, qui est à côté. En 2019. Ouais. Donc, l'objectif du projet Racontant nos histoires, c'est de recueillir les récits de vie des personnes de La Roche, qu'elles soient travailleurs ou non, sur différents sites et tout dans la région de Lyon. Et ce projet a pour but, à la fin, de retransmettre sous forme de bande dessinée l'analyse des interviews. Avec France, on est usagers experts, on a fait une trentaine d'interviews en 2023, et le but, c'est de les analyser et les retranscrire après. On demande aux personnes leur parcours de vie, même depuis leur enfance. Ensuite, ce qu'elles ont fait entre les hospitalisations, pardon, et en revenant ensuite à Tarare dans la structure. Il y a un coaching tous les 2 mois depuis 2019, donc c'est moi et France avec d'autres personnes. C'est en fait ça veut dire comité de pilotage, ça veut dire le groupe qui s'est formé au début avec François, moi, France, une personne pour mener à bien le projet. Je pense que j'ai tout dit. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on fait dans cette recherche? Comment on s'y prend? C'est une écriture à plusieurs mains d'une problématique. Notre travail sur un guide d'entretien a été facilité par une étudiante en psychologie avec une question initiale qui a été la même pour tout le monde. La présentation du projet au sein de l'association a été faite sur des temps collectifs, des affiches, et par le CVS aussi, les conseils à la vie sociale, avec des phases de communication, de publicité aussi, pour trouver des personnes volontaires pour participer à nos entretiens. On a fait des simulations d'entretien en amont de la passation, en amont du travail, de la passation finale. Une trentaine d'entretiens individuels qu'on a fait avec un cadre souple, des entretiens debout, dans des couloirs, pour faciliter la parole. On a touché des travailleurs des ESAT de l'association,
des résidents en masse médicalisés. Les masses, c'est les maisons d'accueil spécialisées, un peu comme les cliniques psychiatriques. C'est médicalisé, ou en foyer non médicalisé. On a, on a, on a touché aussi touché les publics bénéficiaires des services d'accueil de jour, du SAJ, service d'accueil de jour. Les publics, c'était des urbains sur Vénissieux, Roanne, ou des ruraux sur les Sauvages, Claveyson, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, de 20 à 70 ans, des longs parcours dans l'association ou des personnes présentes depuis quelques mois seulement. Les entretiens étaient faits en binôme, un intervieweur plus un facilitateur qui ont été enregistrés, recueil du consentement, confidentialité, anonymat, confiance. Les interviews qui faisaient part du parcours en résonance pour rebondir, ce qui a permis aux interviewés d'approfondir, de préciser, de continuer à raconter. Ce qui a facilité le récit, c'est d'avoir vécu des choses en commun, comme l'hospitalisation, les médicaments, le travail protégé, les séjours adaptés, de vacances notamment. Pour Pierre-Alexis, les personnes avaient envie de raconter leur parcours et il a fallu les relancer pour permettre d'approfondir. C'était un sentiment d'être investi, impliqué pendant les entretiens, un sentiment d'être un psychologue qu'a ressenti Pierre-Alexis. Moi, de mon côté, j'ai eu l'impression d'être un psychologue, plus que comme un journaliste qui fouine, qui est curieux, qui veut tout savoir, pour faire en sorte que les personnes aient envie de se raconter. J'ai fait un travail de psychologue des fois pendant les entretiens. C'est l'impression que j'ai ressentie. J'étais très fatigué à la fin de la journée parce que j'écoutais. Et enfin, la préoccupation des pros, de nous qui avons facilité les entretiens, c'est ce que ces entretiens ont fait vivre aux intervieweurs, c'est la dureté des expériences de vie racontées, si j'ai bien compris. Et tout ça, ça fait prendre du recul sur ses propres expériences. Ça relativise un peu les problèmes. Oui, merci Franz. Donc de vous dire finalement quel est notre sujet. On parle des trajectoires des personnes, de leur parcours de vie et des stigmates auxquels elles sont touchées, mais auxquels aussi finalement les environnements véhiculent dans lesquels les personnes vivent. On est parti d'une question commune. Comme le disaient Pierre-Alexis et Franz, ils ont conduit une trentaine d'entretiens et à chaque fois, une collègue et moi-même, on était en accompagnement, en facilitateur de cet entretien. Et vous débutiez à chaque fois par « Nous aimerions travailler sur l'influence de la stigmatisation dans le parcours des personnes. Pourriez-vous nous parler de votre expérience, de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a permis d'évoluer dans votre vie ?» Donc, on s'intéressait au parcours des personnes accompagnées à l'association La Roche et aux facteurs déclenchants de la maladie, à l'hospitalisation, aux barrières rencontrées dans les parcours de vie, à l'accompagnement des personnes dans l'association, comme vous disiez, le travail, l'accueil, on va dire, en journée, l'hébergement, le soin, etc. Finalement, les premiers résultats, puisque c'est un travail au long cours, 30 entretiens, c'est énorme. On a pour l'instant écouté une petite dizaine d'entretiens, donc on doit continuer. Les personnes nous disent qu'elles ont été interviewées, qu'elles ont souvent été stigmatisées, finalement, depuis l'école, aussi pendant leur formation, dans le domaine professionnel, dans le milieu hospitalier, mais aussi par certains membres de la famille. La majorité des personnes a été hospitalisée en psychiatrie. On retrouve des histoires de vie difficiles avec de la souffrance, des ruptures, des reproches, beaucoup de souffrances psychiques, de la maltraitance, des abus sexuels, de ne pas se sentir à sa place. Cela peut entrer en résonance avec la propre trajectoire aussi de Pierre-Alexis et Franz, mais ça peut aussi leur permettre de relativiser. Je vous repasse la parole, Pierre-Alexis. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous a fait de participer à cette recherche? Pour moi, j'ai fait plusieurs interventions à l'Université Lyon 2, deux fois, à la préfecture, et ces interventions se nourrissent de ce projet.
Récemment aussi, au mois de février, j'ai fait une intervention à Saint-Étienne, à la fac de médecine, pour exposer de la maladie psychique à des étudiants en troisième année. Donc, à Saint-Étienne, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai fait pareil, quoi, le mois dernier. Ce projet aussi m'a rapproché de la paire et danse en général et tout, et même de la recherche, père chercheur, en utilisant mon vécu pour aussi aider les autres et que je progresse moi aussi. Pendant le projet, on a rencontré donc les deux chercheuses Jennifer et Sandrine, et voilà. Quoi d'autre? Pour ce que ça m'a fait de participer, c'est aussi le sentiment de m'être investi pendant les entretiens. Les personnes avaient envie de raconter leur parcours et il faut les relancer aussi pour leur permettre d'approfondir. J'ai enregistré les entretiens sur un enregistreur. Il dure entre 10 et 20 minutes pour chaque personne, donc ça fait énormément de travail pour les retranscrire et les analyser ensuite. On en est là en ce moment. J'ai eu l'impression qu'on est tous au même niveau dans ce projet, l'impression qu'il n'y a pas de barrière, pas de hiérarchie. On peut dire qu'il y a une symétrisation des relations. Pour reparler de la recherche, justement, c'est ce qu'on fait aussi maintenant avec les chercheuses en menant le projet. Ce travail est intéressant et tout, et ça n'a rien à voir avec mon travail dans les apps. Moi, je fais du conditionnement en ce moment et tout. Des fois, l'entretien des locaux, et là, je fais des interventions pour les organismes. Ce projet m'a procuré aussi du plaisir et tout, et je me suis investi, ça m'a intéressé et tout. Je veux continuer à le faire. Et je souhaiterais aussi une reconnaissance supplémentaire de mon statut, même pour avoir un petit salaire en plus. De continuer sur ce que ça nous fait de participer à cette recherche. Vous disiez également que vous aviez gagné confiance en vous, pour parler en public. C'est aussi une forme de valorisation intellectuelle pour tous les deux. Et moi, je dirais que ça m'écarte de mes missions habituelles en tant que gestionnaire de structures médico-sociales. Au-delà de m'écarter, ça me fait aussi sortir de ma zone de confort. Là, on n'a pas des financements de nos autorités pour faire ce type de projet. Mais par contre, ce qui est important, c'est que la recherche nous fait avancer, tous autant que nous sommes, parce que c'est un moyen de se remettre en question, de partager des points de vue, d'approfondir des connaissances, de mieux connaître notre environnement aussi, de rencontrer de nouvelles personnes dans des milieux très différents. C'est aussi une avancée pour notre association qui prône de façon récente l'accès à la recherche. Voilà, c'est aussi un moyen d'action au niveau managérial que de valoriser nos pratiques, donc la pratique de nos salariés évidemment, mais aussi de valoriser les parcours de vie des personnes. Et pour conclure. Merci. Peut-être juste préciser, il nous reste 3 minutes, donc je vais faire très court. L'équipe de La Roche est venue nous chercher après une première expérience de contact avec des chercheurs qui avaient été un peu malheureuses. Donc, il a fallu aussi qu'on travaille à redire que ce que vous faisiez, c'était OK, c'était bien de la recherche et que c'était très pertinent le travail que vous meniez. On a eu, nous, un travail de réassurance, en fait, à faire par rapport à ça. Vous étiez un peu ébranlés. Moi, le pas de côté que je fais dans le travail qui est conduit avec l'association La Roche, c'est que c'est la première fois que je ne le fais pas. On fait juste du soutien avec Sandrine. On ne fait pas. C'est-à-dire que l'équipe de La Roche fait seule cette recherche et que nous, on vient en interlocuteur pour appuyer, rediscuter, faire presque de l'intervision, mais on n'a pas fait les guides d'entretien, on n'a pas fait les entretiens, on ne fait pas l'analyse, ce n'est pas nous qui faisons la recherche. Voilà, on vient juste vraiment en appui. Et donc, comme vous l'avez dit, ça produit des effets, ça produit des interventions, ça produit aussi un article, et puis tu vas peut-être y revenir, et ça produit aussi une perspective de déploiement, puisque là, on est en train d'essayer de répondre à des appels à projets pour obtenir des financements de recherche pour poursuivre. Merci. Je poursuis juste pour conclure. Oui, je fais écho à cet article parce que du coup, ça réunit plusieurs personnes qui sont ici. On a produit un article qui est dans la revue de Rhizome Faire l'expérience. Et donc, du coup, il y avait Philippe Aubert qui est là, il y a Marika qui doit être en micro avec France. Voilà, donc je vous invite grandement à le consulter. C'était sur une pluralité d'expériences. Et je veux dire comme ça, ce qui fait communauté de destin dans cette pluralité d'expériences.
Voilà, et je finirai avec ça si ça vous va. Super. Merci à vous encore. Merci. Et bravo pour ces 15 minutes. Vous nous avez bien fait vivre ensemble, de raconter ensemble votre projet, vos histoires. On garder un peu vos questions pour après. On va donner directement la parole à Alexia Validez. Elle est psychologue et formatrice Vivre ma vie et Rêve France. Elle se questionne sur comment partager et explorer l'expérience humaine sans la pensée psychiatrique et elle va témoigner au vif, là, maintenant, pour nous donner un peu un aperçu aussi de la place du témoignage dans la formation, accueillir les expériences humaines et créer le rétablissement en santé mentale. À vous. Bonjour, donc je m'appelle Alexia. Je suis rentrée dans des études de psycho quand j'avais 27 ans. Donc au début, tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai commencé les cours de psychopathologie. Et alors, ces cours-là m'ont paru totalement délirants. On nous enseignait le DSM, donc le manuel diagnostic en santé mentale, en nous expliquant comment on faisait un diagnostic, les catégories, etc. Je trouvais ça absolument incompréhensible, incohérent, avec des histoires d'exclusion, de diagnostic différentiel, enfin le truc impossible. Les cours de neurochimie du cerveau, les cours de pragmatique du langage, des choses complètement obscures dans lesquelles je ne faisais aucun lien avec l'être humain, avec ce qu'on pouvait vivre en tant qu'être humain et avec le monde émotionnel en fait de l'être humain. Donc ça a été mon entrée en matière. Et puis la même année, j'ai fait le stage de fin d'études, un stage, je suis allée en psychiatrie. Je me suis dit, bon, ben, si je dois travailler avec l'humain, ce serait quand même bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et alors là, ça a été encore plus effrayant, en fait. Je me suis retrouvée dans un environnement où je ne comprenais pas du tout les soignants. Je les trouvais incohérents, je les trouvais maltraitants. Alors, je dois faire court, alors je vais faire court, mais par exemple, on se retrouve dans des situations où une jeune femme de 18 ou 20 ans qui exprime qu'elle a été abusée par son beau-père, elle se fait enfermer en psychiatrie. Et le beau-père, il se passe rien. Un jeune homme de 25 ans qui demande à reprendre des études, complètement cachetonné. Quand je pose des questions, quand j'interroge, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Il a toute sa vie devant lui. On me dit, oh, tu sais, sa psychiatre, elle ne le laissera jamais sortir de la psychiatrie parce que tu comprends, il est passé à l'acte. Donc, je voyais des gens complètement condamnés avec des choses qui se passaient, qui pour moi étaient complètement aberrantes. Donc, au milieu de ça, j'ai commencé à me sentir folle. Et puis, j'ai rencontré le Rêve France, donc le réseau sur l'entente de voix à l'époque. Et j'ai rencontré des témoignages. Des témoignages de Josette, Josette qui raconte que suite à sa séparation du père de ses enfants, elle a commencé à entendre des voix et qu'elle est restée dans son lit. Et que surtout, elle n'en a parlé à personne parce que sinon, on allait lui enlever ses enfants et qu'elle a prié, prié, prié pendant des jours et des semaines. Et que petit à petit, ses voix ont changé et que petit à petit, elle arrivait à sortir du lit et elle a gardé ses enfants et qu'aujourd'hui, elle vit encore avec ses voix, mais que c'est OK pour elle. Le témoignage de Vincent Demassier, qui raconte que lui, il a été en psychiatrie pendant plus de 8 ans, qu'il a été en obésité morbide avec des doses de neuroleptiques, cette fois supérieures minimum, qui raconte en fait ses abus, les abus sexuels dont il a été victime dans l'enfance, qui raconte qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui a enclenché les voix, qui a donné de l'importance aux voix. Il raconte tout ça. Et là, j'entends ses témoignages et comment il a arrêté les médicaments aussi. C'est important. Et là, tout d'un coup, j'ai ces témoignages-là et je me dis, ben oui, c'est ça en fait qui se passe. Là, c'est concret, là, c'est réel. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai fait toutes mes formations auprès de ce qu'on appelle les rescapés de la psychiatrie. Donc, ce sont les personnes qui ont été en psychiatrie pendant des années avec des diagnostics très lourds, des traitements très lourds, et puis qui ont repris leur vie en main, qui ont arrêté les médicaments, qui entendent toujours des voix, qui ont toujours leur parano à l'intérieur d'eux, enfin leurs expériences en fait, mais qui sont aujourd'hui formateurs, qui ont développé des outils, qui ont développé une approche et qui font partie du réseau Intervoice. Donc le réseau Intervoice, qui est le réseau dans lequel le Rêve France est intégré. Et c'est devenu en fait la base de ma pratique quand je me suis installée en cabinet.
Et je suis restée investie dans le Rêve France et on me demandait, mais pourquoi tu es là, toi? Parce que la plupart des gens qui étaient là, ils entendaient des voix, ou c'était des parents, ou des enfants d'entendeurs de voix. Et moi, je ne savais pas trop quoi répondre, en fait. Mais je me sentais proche, en fait, de ces expériences-là, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Et c'est plus tard que j'ai un peu mieux compris, en fait, pourquoi je me sentais proche, parce que des événements de vie ont fait que bah, j'ai eu ma descente aux enfers, physique et psychique. Je suis tombée très très bas et j'ai dû me connecter à des traumatismes. J'ai fait remonter des traumatismes, donc des abus que j'ai vécus quand j'étais enfant. Je me suis connectée aussi aux abus qui ont été vécus probablement dans ma famille. Euh, et surtout, et également, à la négligence aussi. Je n'avais pas pris conscience à quel point la négligence m'avait impactée, parce que la négligence, on en parle peu, on parle de maltraitance, mais la négligence fait énormément de dégâts. Et donc là, ben, j'ai fait ma remontée à moi, quoi. J'ai fait mon parcours de rétablissement et plus que jamais, j'ai eu ce besoin de me sentir proche des gens. Et plus que jamais, parce que pourquoi j'ai changé de boulot, c'est parce que dans mon boulot, je faisais des trucs qui avaient un sens. Je travaillais dans le commerce équitable, c'est sympa. Mais j'avais besoin d'être plus près des gens, d'avoir des relations plus proches, de parler de vraies choses, de vrais sujets et pas de chargement de conteneurs et est-ce qu'on a bien reçu la marchandise, tout ça. Je voulais des choses plus profondes. Et après cette expérience-là, pendant cette expérience, parce qu'en fait c'est un parcours, c'est jamais terminé le rétablissement, je me rends compte qu'en fait moi je veux vivre de ça en fait. Je veux vivre d'échanges sincères et c'est ce que j'ai essayé d'installer dans ma vie. Et je me suis rendu compte petit à petit que là où je passais, quand je créais des groupes, quand il y avait une assemblée de gens, ben, il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose de sincère, qu'il y avait ce truc-là qui émergeait, que c'était ça que j'avais envie de vivre. Et à un moment donné, ça a été une évidence avec Yann de Robert, donc, qui est le fondateur du Rêve France, de transmettre encore plus ben, tout ce qu'on a envie de transmettre, c'est-à-dire oui, nos outils, oui, tout ce qu'on connaît, mais aussi d'instaurer en fait cette façon dont on a envie d'être ensemble. Et pour nous, c'est ça le rétablissement, et pour nous, c'est ça l'accompagnement. Donc, on a monté cette formation qui dépathologise tout. Donc, nous, on parle d'expérience humaine et nous, on accueille les expériences humaines. Et dans cette formation, ce qui est central, c'est le témoignage et le partage d'expérience. C'est-à-dire que nous, notre socle de connaissances, c'est uniquement le témoignage des personnes qui témoignent de leur expérience et de leur histoire de vie. On ne parle pas de théorie, de gens qui ont observé de l'extérieur. Non, non. Nous, on parle de ce qu'ont vécu les gens et de ce que nous, on vit. Donc, toute notre approche est basée sur le partage d'expérience. Donc, ça veut dire que tout le monde témoigne de soi. Et là-dedans, ce partage d'expérience, en fait, il n'y a pas de eux et de nous. Nous sommes une communauté de personnes qui avons tous des expériences diverses. On a beaucoup d'expériences similaires, en fait, quand on commence à en parler. On est beaucoup plus proche que ce qu'on croit. Après, il y a des expériences qui sont différentes. Mais ça, on le découvre en parlant. Et donc, dans cette formation, le témoignage, c'est une formation longue, donc sur 2 ans. La deuxième année, c'est surtout de l'accompagnement. La première année, c'est 10 modules répartis sur 1 an. Et on a par exemple 4 modules sur le témoignage, donc c'est-à-dire l'importance qu'on y donne, c'est-à-dire le témoignage comme vecteur d'émotions. Quand on témoigne de soi, ben, il se passe des choses avec les gens en fait. Il y a des émotions qui se transmettent. Le témoignage comme révélateur des abus dont on souffre tous en fait. On est tous touchés par les abus de près ou de loin. Et les abus sexuels et la maltraitance, etc. Donc, le témoignage, il met à jour ça. Et le témoignage, c'est aussi la reprise de pouvoir sur sa vie, la possibilité de réécrire le fil de sa vie et de le mettre en lien avec nos émotions d'aujourd'hui, nos expériences d'aujourd'hui. Donc, voilà comment nous, on met en lien le témoignage. Et donc, si vous êtes intéressé, je pense que mon temps commence à s'écouler. D'accord. Donc, bon, si je peux en parler plus. Donc, le témoignage, c'est aussi la libération de la parole. La libération de la parole, c'est-à-dire qu'on met beaucoup l'accent sur le tabou et le poids du tabou dans la société.
pourquoi je dis qu'on est tous concernés par les abus, c'est qu'en fait, on en est tous porteurs. Soit directement, il y a quand même une personne sur 3 qui est abusée dans l'enfance. Ça, c'est les statistiques, hommes et femmes. Et si ce n'est pas nous, en fait, c'est des gens très proches de nous. C'est quelque chose qui est très présent. Mais ça, on ne le dit jamais. Là-dessus, il y a un tabou qui est immense. Et le témoignage, c'est aussi la libération de cette parole-là, de ce qui ne peut pas être dit, de ce que les gens ne veulent pas qu'on dise, de ce que la psychiatrie ne veut pas qu'on dise. Parce que les médicaments, ça étouffe bien les émotions, ça étouffe bien les souvenirs. Donc, du coup, les révélations d'abus, c'est moins facile, hein. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la libération de la parole, sur la reprise de pouvoir des personnes. La reprise de pouvoir, elle passe par la reprise de pouvoir sur notre histoire et sur nos émotions. Et pour ça, on a besoin d'être connecté à soi. Donc, on a aussi une réflexion sur les médicaments, une remise en question des médicaments qui empêchent ce travail-là. Et on parle aussi beaucoup donc, de partage d'expérience, c'est-à-dire ce qui est au cœur de tout ça, c'est bien sûr la relation, c'est le fait de pouvoir connecter, partager avec les autres, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est tellement important de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit et qu'on peut en parler et que on n'est pas coupable de ce qu'on a vécu et que même s'il y a des choses dont on se sent coupable, on peut en parler aussi. Et rendre possible tout ça et créer des réseaux de soutien et se créer des alliés pour pouvoir avancer ensemble parce qu'on ne peut pas avancer seul. Ça, c'est important aussi. On ne peut pas avancer seul. Personne ne peut avancer seul. Donc voilà, donc ça, c'est un peu tous les messages qu'on passe dans la formation. Ça peut paraître évident ou pas, je ne sais pas comment vous le traversez, mais nous, on se rend compte en ayant déjà vécu une année de formation que c'est vraiment un changement radical de point de vue et une déconstruction de beaucoup de choses qu'on amène. Et que c'est vraiment un chemin pour soi et vers l'autre. Voilà, je pouvais en dire. Si jamais vous voulez de l'information si vous voulez recevoir les événements du Rêve France, d'une part, parce qu'il y a des événements, il y a des forums, il y a des rencontres. Voilà, je vous invite à laisser votre adresse mail. Et si vous voulez des informations sur la formation, également, adresse mail ou numéro de téléphone, je fais tourner une petite feuille. Merci. Merci Alexia pour votre présentation sincère, hein, c'est un peu le mot qui me vient. Maintenant, Magali Lavirotte va prendre la suite, et donc, qui est père et en santé mentale et qui est juriste des droits de l'homme, qui va nous parler donc de son témoignage écrit spontanément un peu dans son manifeste d'une rétablie au développement des ateliers Manifeste-toi qui sont une prémisse d'une action collective. Merci. Bonjour à tout le monde. Il fallait d'abord vivre différentes choses, dont celle de se créer, de part et d'autre de ces mois en mois. Y cueillir les effets papillons que l'on veut voir apparaître et se battre à grands tirs d'ailes éphémères. Voilà mon petit mantra, un petit peu poétique pour moi, qui ouvre ce texte du manifeste d'une rétablie. Après, ce texte, pour vous donner un peu le contexte, je l'ai écrit parce qu'on m'avait demandé un travail d'étudiant dans le cadre d'un diplôme qui me permet de me tamponner de l'étiquette père aidante professionnelle, où on m'a invité à contribuer à une recherche de l'Université de médecine Lyon sur la psychiatrie et l'apparition de la pérédance. Comment on avait la chance d'intervenir dans maintenant des équipes pluridisciplinaires. S'il y a un petit peu d'ironie dans mes mots, je ne limite pas l'immense avancée que cela signifie d'intégrer un père aidant professionnel dans un cadre professionnel pour quelqu'un qui, quelque part, a été usagé de la psychiatrie. Là, je fais une différence, vie privée, usagé, vie professionnelle, salarié et travailleur. Donc, dans ce
dans ce mémoire que j'ai choisi de faire sur la psychiatrie contemporaine et les droits humains, droits de l'homme, j'ai été un petit peu confuse parce qu'on m'a demandé d'être très technique, de répondre à un cadre de mémoire académique, scientifique, parce que quand même, on est à l'université. OK. Et en même temps, on m'a dit, mais soyez personnel et témoignez. Et moi, je viens du milieu juridique. Si je schématise le droit, c'est des sciences mathématiques avec des mots. Donc, si je suis technique, c'est un peu difficile d'être personnel. Donc, et puis, c'est là où, en fait, il y a un espèce de phénomène qui apparaît dans mon cerveau, qui est la multiplicité de mémoire, de chez moi en moi. Alors là, tout d'un coup, je comprends un tas de trucs et je suis complètement perdue parce que je dois faire des choses qui sont opposées. Et là, c'est très compliqué dans ma tête. Donc, j'ai fait une annexe. Le document fallait qu'il fasse 30 pages. Et puis, moi, je leur ai donné ma version personnelle de 30 pages aussi, qui est le manifeste de récap. Ce texte-là, il est sorti des tripes. Il est sorti parce que j'ai découvert avant, je suis concernée par la psychiatrie, mais j'étais peut-être très éloignée de ce qu'on appelait un service public de psychiatrie, etc. Malgré mes problèmes de santé, qui n'étaient pas diagnostiqués ou plus ou moins pris en charge. Mais c'était quand même une étape où j'ai découvert un peu tout un nouveau monde. Et j'ai découvert du coup les moyens et la lutte contre l'autostigmatisation, la stigmatisation, cette espèce de mouvement collectif qui se crée, cette libération de parole. Je me dis, mais il y a ceux à qui j'ai envie de parler, en fait, c'est ceux qui sont un peu les directeurs, les gens qui décident un peu tout ça, parce que je crois qu'il n'y a pas trop de trucs. Souvent, on s'adresse aux familles, on s'adresse aux usagers, on s'adresse aux travailleurs de terrain, un peu au grand public, mais en fait, eux, qui c'est qui leur dit ouh. Donc, c'est un peu ça, derrière le manifeste. Je vais vous demander d'avancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Je vous ai mis une photo qu'on voit plus ou moins, parce que ce manifeste, il a pris plusieurs formes. Donc, dans sa forme initiale, c'est une quarantaine ou cinquantaine de pages écrites, où j'ai fait des petites pauses musicales pour s'évader un peu. Puis, c'est aussi des panneaux, parce que c'est un manifeste, il y a quand même le côté de manifestation. Et puis, la suite de l'écriture, c'était d'être capable, moi, toute seule, de lire un jour en mon nom. C'était une étape importante pour moi. Par contre, l'objectif, c'est de ne pas du tout rester toute seule là-dedans. Donc là, vous avez une photo d'une première lecture que j'ai faite lors des semaines d'information de la santé mentale l'année dernière, puisque c'était sur les droits. On en a fait 5. Là, c'est rêvons à haute voix, l'entente de et tous. J'ai mis mes petits jeux de mots de slogan. Mais ça peut prendre cette forme-là, un manifeste. Ça ouvre la créativité, ça ouvre le multiforme. Là, c'est moi et des pinceaux, mais il y a du collage, il y a de l'argile, il y a des vidéos, il y a du travail journalistique, il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Oui, là, je vous en ai un peu parlé. C'est bon, vous pouvez. Oui, alors si c'est un objectif personnel, vraiment, c'était lié les multiples facettes qu'il y a en moi. Je rejoins un peu ce qui a été dit dans le témoignage, le fait de faire cet exercice. Il y a quelque chose de libérateur et de réconciliation qui s'est joué en moi, et de canalisation de colère, de la comprendre. Tout à l'heure, on parlait j'ai découvert que j'étais en colère contre l'institution. Ce travail-là permet d'apaiser, de libérer la parole et du coup après de peut-être en faire quelque chose qui peut être contributif, de le partager constructivement, partager mon expérience moins humblement, elle est là. Donc voilà, dedans je parle d'hospitalisation sans consentement, je parle de crise psychotique, je parle de dépression, je parle des dents d'une suicidée, je parle de plein de choses comme ça. De dénoncer. Le texte, il est clair, hein. On va le voir par la suite, mais il y a des choses à dénoncer, et le mot, c'est dénoncer. Et puis remercier quand même, parce qu'il y a eu tout un tas de personnes et de choses autour de moi qui ont été chouettes. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Alors là, du coup, voilà, le manifeste, j'ai fait une petite animation. Voilà. À la base, quand même, en fait, c'est la version personnelle d'un texte que j'ai fait pour mon mémoire juridique. Donc, on reparle un peu des droits de l'homme. Je vous ai mis des petits acronymes des sources. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des UDH, le Pacte international des droits civils et politiques, le Pacte PIDCP,
le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, et le petit truc après, c'est la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Dedans, on y trouve tout un tas de trucs. Je parle de mon droit au travail, de mon droit à la vie privée, la notion d'égalité et de liberté, la lutte contre la stigmatisation, le rappel qui est quand même un peu important à faire, qu'en France, la France est signataire de la Convention contre la torture, donc nous n'avons pas le droit d'être, enfin, normalement, vous ne devez pas vous faire torturer en France. Alors, bah, coller au droit à l'accès aux soins, parce que parfois certaines pratiques de soins ont été un peu dénoncées comme de la torture, donc il y a une petite ambivalence sur l'accès aux soins et la confusion avec la torture pour les hospitalisations avec contention violente. Et puis des droits professionnels, parce que si il y a quand même de nombreuses personnes qui se lèvent les matins parce qu'ils ont quelque chose qui les anime à travers le bien-être, le soin qu'ils peuvent apporter, et puis quand même, avec plein de risques socio-professionnels, une espèce d'incohérence institutionnelle sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, comment il faut le faire, et puis il faut faire ce machin. Donc ils sont quand même un peu dans le manifeste. Ce qui fait que ça donne un document qui a des forces. Alors oui, moi, ce qui est important pour moi, c'était d'énoncer à des gens avec qui j'allais travailler qui j'étais, et je suis assez indépendante. Donc, ce que je le pense, et j'ai eu envie de le dire avant, comme ça, les gens qui travaillent avec moi sont au courant. Des dénonciations, et voilà, c'est ce que j'appelais, je vous ai dit, un outil des stigmas focus col blanc. Voilà, comme ça. Du coup, en limite, c'est un format long. Il date de 2022, donc il y a des choses que j'ai écrites et après je les ai un peu confrontées avec le terrain et je suis plus complètement d'accord. Mais là, je l'ai laissé dans sa forme initiale, parce que ça permet de se souvenir aussi. Et la principale limite, c'est qu'il a été écrit par une personne et il se veut porter une parole collective. Donc ça, c'est quand même un peu un paradoxe. Je le mets même en conclusion de ce texte. Je me dis, voilà, il y a un moment, il va falloir mettre un petit peu de cohérence. Donc, le manifeste du Notalis, c'est une première marche. Et dès le début, il a été pensé comme ça. Bon, voilà, si vous le voulez, il existe, je l'ai enregistré, alors c'est long, hein, c'est une évasion, mais on peut s'endormir ou rêver ou voyager dans. Je pense que le texte invite chaque personne à voyager, j'espère pas que dans des zones d'inconfort, de vie personnelle et potentiellement traumatique ou abusive, mais aussi vers de l'espoir. Il y a ce contraste dans le texte. Et c'est assez intéressant quand j'ai pu le lire de voir que c'est un texte long. J'ai pris un risque dans un auditoire, blablabla, pendant 5 minutes. Alors j'étais comme ça. Et en fait, c'est OK si le public, des fois, il s'assoupit un peu, soit on voit qu'il se passe quelque chose quand on écoute, qui regarde la personne qui l'entend et pas du tout la personne qui l'a écrit. Donc c'était important pour moi d'essayer de faire un truc qui ouvre à l'accès au savoir expérientiel. Vous écoutez mon texte, vous voyez vos expériences, donc ça vient du savoir expérientiel. Qu'on soit usager, concerné ou n'importe qui, on a tous des savoirs expérientiels. Voilà, on peut continuer, s'il vous plaît. Alors voilà, les autres panneaux, à savoir que la première lecture que j'avais faite, il y avait une manif aussi sur la loi sur la prime Ségur et compagnie, bon, voilà, RQT Loche, l'homme avec vous, voilà, j'ai une reconnaissance très handicapée, on est très multiples, on a différentes formes d'handicap, ça se voit pas, on en souffre, ça fait de la douleur, ça ne le fait pas. Moi, j'ai ma propre version, par contre, j'ai aussi une version qui me permet de porter un peu la voix de ceux qui peuvent parfois traverser des choses plus difficiles que ce que moi je traverse. C'est ça qui est dans ce panneau. Beaucoup de soutien, je me mets toujours en hommage. J'ai un moment, je ne sais plus du tout, j'en suis au niveau du temps. Ok, j'avais voilà, un moment, voilà, dans cette formation, on m'a dit que j'étais père aidante, père de parité, ok. Et puis j'ai compris qu'en fait, du coup, père, j'ai le droit d'arriver, mais parce que je suis liée aux usagers, aux personnes malades. C'est ça ma parité. En fait, quand j'arrive et je dis bonjour, je m'appelle Magali, je suis père aidante.
je suis liée au trouble. Mais ça, c'est OK, en fait. Enfin, pour moi, personnellement, c'est OK. Mais mon mot, comme voilà, un petit peu de politiquement correct, hein, voilà, on n'est plus des malades mentaux, on n'est plus des fous, on est machin, on est des personnes concernées. Bon, voilà, le mot père aidante me lie, par définition, si on écoute les mots, aux malades. Moi, du coup, c'est un peu compliqué pour moi parce que bah, on est collègues, quand même. Donc, pourquoi, enfin, tu vois, tu es un humain, en fait. Donc, il y a des trucs qui. Ce qui fait que, par exemple, du coup, dans le manifeste, à un moment, j'explique un peu ce que je conçois être ma parité. Je vous dis en deux mots, mais voilà. Qui suis-je aujourd'hui? Une personne concernée, une père aidante. Mais par quoi suis-je concernée et de quelle parité parle-t-on? Blablabla. Bla, 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 bla. Ma conclusion de cette question. Je suis donc avant tout père de et par mon humanité. Point. Il faut arrêter la ségrégation. Alors, je n'avais pas vu, mais je fais un petit. On a pas mal entendu en début de matinée. C'est vrai qu'il y a un truc assez troublant quand je suis dans une posture de formatrice père aidante devant des soignants, quels qu'ils soient. Parce que du coup, je dois un peu les faire évoluer. Alors, en plus, j'arrive avec le brancard droit des usagers. Donc, mais on a toujours respecté les droits des usagers. Oui, je sais, vous êtes gentils puisque vous avez choisi la psychiatrie, c'est-à-dire que vous aimez quand même un peu les atypismes et tout ça. N'empêche que on s'est pris un rappel de l'ONU sur la Convention contre la torture, donc c'est pour ça que je suis devant vous. On va en parler. Eh ben, il y a besoin d'une étape où moi, en tant que père aidante, donc rattachée à des malades, devant des professionnels qui sont censés être les professionnels qui soignent les malades, et je suis dans le milieu sanitaire, eh ben, je dois d'abord les écouter. Parce qu'en fait, ces professionnels, c'est compliqué, quoi. C'est dur, hein. Mais alors, je rappelle, mes risques socio-professionnels font partie de mes engagements et dénonciations. Là, je vous parle plus de ce qui se passe là. Les professionnels ont besoin de développer des zones d'accueil qui se permettent de faire avec les pères aidants, parce qu'il y a un truc assez magique quand on dit qu'on est père aidant et qu'on vit avec un trouble psychique. C'est-à-dire, tout le monde parle de justement ce qui se passe. En fait, on a tous un petit peu des petits problèmes psychiques, quoi. Mais on ne peut pas en parler parce que c'est hyper tabou. Et puis des fois, il y a des trucs très graves qui se déposent. Donc c'est aussi une très belle porte à la confidence. Mais n'empêche que dès que je dis que je suis père aidante, on me raconte mais tous les trucs, quoi. Ça se marche, ça passe aussi en formation, ça fonctionne. Donc du coup, les professionnels devenus père aidante qui a vécu certaines petitio, ils racontent leur souffrance. Je la minimise pas, mais je ne comprends pas comment il n'y a pas à un moment un espèce d'équilibre qui se fait sur, OK, je comprends tes souffrances professionnelles, il y a des lieux pour défendre tes droits, etc. N'hésite pas à t'engager. Mais tu as quand même un peu plus de chance. Je ne sais pas si c'est une question de chance, mais il y a un truc. J'ai l'impression qu'il faut d'abord qu'on s'est tellement décalé de la réalité par stigmatisation des usagers, qui est hyper oublié, que il n'y a plus ce lien et du coup, ce lien d'humanité s'est perdu. Enfin, il y a un truc qui fait que je ne sais pas si je suis bien claire, mais il y a une souffrance des professionnels qui leur met un filtre sur leur rôle face à un humain usagé. Et c'est assez ambivalent, je trouve. Donc, je suis plutôt contente de voir qu'il y a des sensibilisations qui se font et de l'aller vers, de faire rencontrer des personnes en situation de handicap, enfin, de faire rencontrer des futurs soignants avec des futurs soignés, on va faire simple, parce que ce lien, effectivement, est à remobiliser, quoi. Là, on est. Enfin, donc voilà, je me recentre un peu sur ce que je voulais vous partager. Je suis donc avant tout père de et par mon humanité, inspirée du mouvement citoyen des sans-voix, ça m'est important de le dire parce qu'ici on est quand même un peu dans la ligne d'une certaine chanteuse-rappeuse. Voilà. Je reste vigilante à ceux que le système exclut, maltraite et fasse oublier. C'est avec eux, je préfère mon humanisme. L'ensemble de mes mots puissent leur rendre hommage. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Je vais conclure sur la partie manifeste et vous parler plus de ce
qui était important pour moi aujourd'hui. Cette ambivalence de je suis toute seule avec une plume et j'ai énoncé plein de trucs qui dépassent largement ma petite personne. Que suis-je? Sûrement un brin hurlante et probablement orgueilleuse quand on bafoue mes droits. Ma personnalité multiple m'ouvre des horizons insoupçonnés. Je deviens collective. Les discriminés ont des raisons d'être en colère. Je deviens collective. Pourquoi? Je deviens collective parce qu'on n'a pas tous une capacité de s'exprimer devant certaines personnes, même par aptitude personnelle ou pas, mais même par réseau, par tout ça. Ce que je porte dans le manifeste, il y a des choses que je dénonce, qu'on m'a confiées, que moi j'ai eu la chance de ne pas vivre. Quand je dis que j'ai eu la chance de ne pas vivre, c'est vraiment de la chance. On aurait toute une partie sur pourquoi moi je ne les ai pas vécues. Alors, d'autres ont vécu, c'est voilà. Mais c'est grave. Moi, mon témoignage qui me fait penser à Josette, si je me souviens bien de ton anecdote, c'est une personne qui a vécu 6 mois de contention psychiatrique avec une pause clope par jour. 6 mois. Le psychiatre lui a dit, on te libère quand tu reconnais que tu es schizophrène. Je vous passe le fait que personne n'ait expliqué ce que c'était que la schizophrénie à cette personne. Un jour, il l'a dit. Donc, super, il a été libéré. Bon, déjà, il y a un petit problème avec le 6 mois, là, quand même. Le fait que personne n'était au courant, machin. Et en fait, il n'est pas, il y a eu un nouveau test. Il n'est pas schizophrène. Voilà. Et quand on annonce ce genre de cas, en fait, on nous dit, ah oui, ben, les choses ont changé. Ah oui, en fait, je ne sais rien parce que moi, des témoignages comme ça, alors aussi grave, je ne sais pas, mais j'en ai des tas qui sont pour l'instant là et là, et un peu dans mes cahiers. Bah, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et ça, je ne sais pas, parce que moi, ça a été déposé confidentiel. Donc, des fois, je demande la permission de le relayer, mais des fois, c'est juste du dépôt et de la confidence. Et c'est là où vient un peu mon rêve de manifeste-toi. Manifeste-toi, ça vient du fait que je dis que je suis collective, alors je suis toute seule. Donc, voilà. On est dans une très belle. Vous entendez l'invitation, s'il vous plaît, faisons un truc collectivement. C'est une invitation. Quelle forme? J'ai envie de dire, on s'en fout, ou alors tout, ce que vous pouvez. Il y a quelqu'un qui m'a fait sa version du manifeste-toi en m'aidant avec un article de journal. Il y a quelqu'un qui m'a fait un manifeste-toi avec des dessins. Il y a quelqu'un qui veut faire l'animation d'un atelier d'écriture avec les personnes avec qui il travaille. Donc, pour l'instant, tout est libre, tout est possible. Après, le problème, c'est qu'à un moment, il faut essayer de concentrer le truc et de voir ce qu'on en fait. Moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est de faire une proposition où les personnes qui rédigeraient un élément de manifeste, qu'elles soient famille, concernées, anonymes, professionnelles, on s'en fout, open. Par rapport aux droits des usagers et les droits généraux que tout le monde a, et les droits aussi spécifiques, excusez-moi, peu d'émotion, quand on est en situation de handicap. Parce qu'à travers cet exercice-là, on peut favoriser l'empowerment, la capacité, on peut expliquer en recueillant le témoignage de la personne, qu'est-ce que sont ses droits. Et je n'ai pas envie de zoomer juste sur ce qui s'est mal passé, parce qu'il faut accompagner derrière. Donc aussi, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que c'est la notion juridique en droit? Et ça, c'est un mot où dès qu'on en parle à des professionnels, ils ont super peur. En fait, je suis désolée, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des cadres d'exercice de profession, ce n'est pas des mots méchants. Donc, de travailler un peu sur la diffusion de ça et baisser ce qui fait peur dans les droits. J'aimerais que tout ce travail puisse être aussi réfléchi pour et travailler pour que ce soit de la collecte de données qui permettent voilà, d'organiser une recherche participative et qu'après on en fasse quelque chose. Scientifique, plaidoyer, on parle de droit, évaluation citoyenne des conditions d'hospitalisation d'urgence, comment ça s'est passé, voilà. On a 1000 personnes qui témoignent sur le département des Bouches-du-Rhône, on saura un peu comment ça se passe. Mais en s'appropriant un peu des droits. Voilà, l'idée, c'est de progresser tous, de s'émanciper, de les connaître, de partager. Et par contre, les limites, là où moi j'en suis,
euh, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on organise tout ça. Euh, voilà, la porte est ouverte à toute aide sur cet élément-là. Et pour conclure mon, mon laïus, je vais vous dire la conclusion du manifeste de notre établissement téléphone de Lyon. En hommage à tout le chemin parcouru ces dernières années, à tous ceux qui ont contribué à améliorer le sort des personnes vivant avec un trouble psychique, à tous les sacrifiés, à tous les survivants, à nos nouveaux rétablis. Je me permets de citer un grand homme pour lequel j'ai un respect incommensurable, le plaçant aux côtés de Gandhi, de Nelson Mandela et du trésor incarné en Simone Veil. L'homme qui porta la Convention internationale des droits des personnes handicapées devant l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Ce traité marque le commencement d'une nouvelle ère dans laquelle les personnes handicapées auront les mêmes droits et les mêmes opportunités que chaque être humain. Kofi Annan. C'est un moment très riche. Nous avons ouvert plein de choses, sur le devoir, le droit, enfin, il y a plein de choses. Merci. On va finir par Julien Grard, qui va avoir que 10 minutes par contre. Non, pas du tout. Mais voilà, qu'on puisse garder un temps d'échange avec la salle, qui est donc chercheur en anthropologie sociale et anthropologie de la santé, qui est intervenant au COFOR. Donc le COFOR, on a eu un super témoignage du COFOR de Lille. Merci pour nous expliquer ce que c'est avec le cœur. Et donc, bon, nous, le COFOR, c'est un projet qui a ouvert en septembre 2017 à Marseille. Voilà, donc centre de formation rétablissement et aussi lieu de recherche participatif. Voilà, donc Julien va nous parler un peu de la place du témoignage. Voilà. Merci, bonjour. Ouais, du coup, c'est une intervention un peu qui arrive en écho avec celle d'Alexia, parce qu'au COFOR, dans notre formation et dans le projet, on donne une place très, très importante au témoignage, au récit. Alors, ce n'était pas dans le projet initialement, en fait, travailler sur les témoignages, les récits de vie. Mais c'est vite arrivé parce que forcément, au COFOR, dans chaque module, par exemple, pour parler de celui que je facilite, le plan de rétablissement, on est amené à parler de soi. En fait, on crée un espace et on crée un espace symbolique, un espace à un moment donné, un instant dans lequel c'est possible d'énoncer les choses qu'en général, on n'a pas énoncé ailleurs. Peut-être on ne pourra pas énoncer à d'autres moments. Et ça joue un rôle vraiment très important dans ce que l'une des intervenantes ce matin au COFOR a appelé de préparer sa maison, c'est important parce qu'on se constitue comme ça, enfin, un propre, quelque chose qui nous appartient individuellement et collectivement. Et je crois que c'est un des ressorts, des ressorts de fonctionnement, de ce qui fait la spécificité de ce genre de dispositif. Alors, après, une fois que on est pris là-dedans, parce que moi, en tant que facilitateur, je suis pris là-dedans et ça, je me livre aussi et ça me permet à moi aussi d'avancer. Du coup, c'est comme ça, avec le recul, que j'ai pu aussi mesurer un peu ce qu'on y faisait. Et je vais un peu passer quelques étapes, mais en fait, rapidement, au COFOR est venu dans les souhaits des participants, participantes, la volonté de témoigner et la volonté aussi de devenir médiateur de santé, de devenir père aidant, de se professionnaliser. Et on a, comment dire, on a eu pas mal de réflexions autour de ça parce que ça faisait pas partie du projet initial, on n'était pas financé pour ça. Mais par contre, le besoin était tellement important
il se faisait tellement entendre qu'on ne pouvait pas ne pas y répondre. Donc on essayait de construire ensemble quelque chose autour de ça. Et on a un petit peu tâtonné, quoi, parce qu'on voulait surtout éviter en fait les pièges, enfin, les problèmes, les instrumentalisations des récits, tout ce qui va avec un peu euh, quand on prend les témoignages comme objet et qu'on les malmène un petit peu dans les institutions classiques, et ça, on voulait éviter de le reproduire absolument. Donc, on a fait appel on a mis en place des ateliers, on a fait appel à différents intervenants, intervenantes, et, et on a réussi donc finalement à mettre en place des ateliers au cours desquels, sur des sessions d'abord une journée, puis 2 journées, 3 jours, les personnes en groupe arrivent à créer, livrer et fabriquer leur témoignage dans un espace dans lequel ce témoignage n'est pas livré en pâture, mais il est récupéré, utilisé ensuite pour que la personne puisse le mobiliser dans sa vie. Et donc, travailler sur le témoignage, c'est essentiel parce qu'après, par exemple, lorsque les personnes, lorsqu'on veut parler à ses proches, lorsqu'on veut un peu expliquer, ben, le fait d'avoir pu creuser, d'avoir pu un petit peu à vraiment construire son témoignage et d'arriver à prendre du recul pour pouvoir en parler de manière suffisamment détachée pour pouvoir être entendu, ça permet de faire comprendre aussi ce qu'on a vécu, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est une chose pour les apports personnels du témoignage. Mais le témoignage aussi va être utile dans l'autre chose qui était voilà, super importante, qui est le fait de vouloir aider les autres. Et le témoignage, il est au cœur de toutes les interventions des pères aidants, pour le dire de manière générique, comme ça. C'est peut-être pas satisfaisant mais, comme terme, mais voilà, dans la père aidance, on est obligé de mettre en mouvement son témoignage, de l'utiliser, de mobiliser en fait des petites parties ou des grandes parties de ce qu'on a vécu pour pouvoir aider la personne. Et donc, voilà, il est au cœur de nos réflexions depuis le début. Et maintenant, là, depuis qu'on a mis en place le DU depuis l'année dernière, donc pas au sein du COFOR, mais à l'université, à la fac de la Timone, à la fac de médecine, on a carrément dans le diplôme des modules autour du témoignage. On s'interroge énormément sur voilà, la façon dont on peut mobiliser ce témoignage, en constituer petit à petit, arriver à en faire au-delà d'un vécu brut qui se livre comme ça, arriver à en faire quelque chose qui est source de savoir expérientiel, qui est source de richesse pour pouvoir aider les autres. Et, voilà, je vais faire là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Julien. Je vous remercie à tous d'avoir pu nous parler du témoignage donc, dans différentes postures, puisque on peut le voir en co-chercheur, chercheur facilitateur, chercheur pair qui se construit chez vous, Pierre-Alexis et Franz. Et en fait, quand vous parlez de petits salaires, petit, bon, on peut l'enlever aussi de salaire. Voilà, il y a ça aussi qui se construit. Après, de quelque chose aussi de pur, voilà, d'un contexte en fait avec Alexia aussi, où voilà, on fait un contexte, on ne prépare pas un témoignage, on l'éprouve, on le vit, et c'est du mois à mois. Et pareil au COFOR, cette sensibilité à ne pas instrumentaliser, qui me rappelle Magali avec cette injonction au témoignage aussi, où j'ai été très sensible à
je suis père aidant, en fait, je dis quoi, en fait, parce que c'est un métier, quoi. Je passe tout ce que j'ai à dire dans mon milieu pro. Voilà, et donc cette différence entre le devoir de témoigner et le droit, j'étais très sensible à ça. Voilà, merci beaucoup pour toute votre richesse et votre présence. Et voilà, un petit temps pour la salle, si c'est possible. On est trop en retard. On va avoir peu de temps avant les ateliers de l'après-midi, peu de temps pour faire la pause. Du coup, ça serait peut-être bien de faire la pause maintenant, d'essayer de reprendre à midi. Si vous avez des questions, de les poser directement aux intervenants qui vont eux aussi faire leur pause maintenant. Et puis, je vous invite, si vous avez envie de vous inscrire aux bibliothèques vivantes, il ne reste plus qu'une session, la session de midi. Donc, les bibliothèques vivantes, c'est aussi une manière de rencontrer des personnes qui témoignent. On est vraiment dans la poursuite de ce qu'on vient d'entendre, des gens qui travaillent leur témoignage et qui voilà, vous proposent une rencontre, une manière de rencontrer une personne autour de quelque chose qu'elle a travaillé. Donc voilà, à midi, il y a les dernières possibilités il y a peu de place pour ça. Donc c'est derrière moi là-bas, si vous voulez aller vous inscrire. Et donc, on fait la pause et on essaye de reprendre pas trop tard pour avoir le temps pour pas continuer à cumuler. Donc désolé pour ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions peut-être. À me poser. Merci, à tout à l'heure. Ouais.